Et du coup, si vous voulez, on peut commencer déjà par la première partie, ça va être l'anatomie féminine. Donc on va apprendre un peu plus sur comment est-ce que c'est composé. Pour le coup, je vais vous faire passer un schéma. Alors, enfin un schéma, c'est un pluche qui est représentatif de l'anatomie féminine. Et je vais vous demander à chacune de me désigner une partie que vous connaissez dessus et de me dire comment ça s'appelle anatomiquement. Ah si, la vulve, non? Oui, on appelle ça la vulve, un peu toute la partie extérieure, on va appeler ça vulve en général. Ok. Bon bah. Vas-y, Steph. Là, le clitoris, petite partie extérieure, grande partie intérieure. Ok. Voilà. Bah. Non, mais en fait, je sais pas si c'est des termes anatomiques Vas-y. précis, mais je sais pas, genre les grandes lèvres. Si c'est des termes bah anatomiques voilà. qu'on utilise. Bah voilà, les grandes lèvres et les petites lèvres. Ah, je croyais dire Ok. les Tu lèvres peux aussi. me montrer la différence entre grandes lèvres et petites lèvres? Là, c'est les grandes lèvres. Oui, Et à l'intérieur, c'est les petites lèvres. oui, c'est C'est ça. ça? Il faut savoir que par exemple dans les livres de biologie, ça fait seulement quelques années qu'on illustre vraiment l'ensemble du clitoris. Avant, il y avait dans certains manuels de médecine, mais même pas tant que ça. Donc, c'est vraiment un organe qui est négligé complètement. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir qu'il existe. Parce que, en plus, il va mesurer en moyenne 10 à 15 cm. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez grand. Donc on va avoir la partie extérieure du clitoris et la partie intérieure. Il faut savoir que vous allez avoir les corps spongieux et les corps caverneux. C'est des termes assez techniques, vous n'êtes pas obligé de savoir. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible pour une femme d'avoir une érection? Oui, ça gonfle. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut savoir qu'au moment de l'embryologie, donc au moment où on est formé dans le ventre de notre maman, tout ça, c'est indifférencié. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Ça ressemble exactement à la même chose. Et en fait, c'est au fur et à mesure de l'évolution des fœtus que ça va se différencier. Les hommes, ça va être plus avancé. Donc c'est ça qui va faire la verge. Dedans, il va y avoir le corps caverneux et les corps spongieux. Et les femmes, ça va rester intérieur. Donc ça va être vraiment au niveau de la vulve par ici. Et il va y avoir les corps sur les côtés de la vulve. Et ça, c'est des choses qui font qu'une femme peut très bien avoir une érection également. Ces corps-là, ils vont gonfler et se gorger de sang, tout comme chez l'homme au moment de l'excitation. Et il y a autre chose dont vous n'avez pas parlé à l'intérieur, mais qui est assez utile. Ici, il y a un petit trou. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? Juste... C'est une urètre. Ouais. On appelle ça le méa urinaire. Et en fait, il se débouche juste en dessous du clitoris. Chez toutes les femmes, le méa, il est à un endroit plus ou moins différent. Il y a des femmes pour qui il est directement en dessous du clitoris. Il y a des femmes pour qui il est beaucoup plus vers l'intérieur, donc au niveau du vagin. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme périnée ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un muscle. Alors, le terme muscle, il est juste, mais en fait, ça va être la composition de plusieurs muscles. Et justement, là, il y a la planche anatomique qu'on vous fait passer. Le périnée, ça va être à la fois la partie extérieure, donc tout ce qui va être muscle qui entoure la vulve, et tout ce qui va être postérieur aussi. On parle souvent du périnée, souvent on en parle pour le fait de dire il faut le remuscler après l'accouchement, mais on ne se rend pas trop compte de qu'est-ce que c'est que le périnée concrètement. Là, on en parle après les accouchements, mais c'est pas nécessaire d'avoir été enceinte ou d'avoir accouché pour devoir remuscler son périnée. Même chez les femmes qui ont juste des fuites urinaires, ça peut avoir un intérêt de faire une rééducation. Mais la plupart du temps, on va surtout en parler après les accouchements. Pourquoi je dis après césarienne ou après voix basse? C'est parce qu'il y a le poids d'un bébé pendant 9 mois. Et en fait, le périnée, c'est ce qui va soutenir tous nos organes internes. C'est pour ça que c'est aussi important. Et notamment, l'intérêt de le remuscler juste après les accouchements, ça peut être le fait de ne pas avoir des fuites urinaires plus tard. Parce que souvent, et surtout après la ménopause, on a moins d'hormones, donc les muscles sont moins toniques. Et du coup, c'est souvent là que ça va survenir les fuites urinaires. Ok.
Et ça peut aussi être des petites déchirures, par exemple au niveau du périnée après les accouchements, qui peuvent fragiliser aussi cette zone. Pour une femme qui a juste des petites fuites urinaires de temps en temps, quelques séances peuvent suffire et après c'est du travail personnel, juste pour apprendre les techniques. Et sinon, les séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale, c'est 10 séances, qu'on peut prolonger après. En fait, c'est la sage-femme à l'hôpital qui prescrit les séances de rééducation et après, ça peut être une sage-femme en libéral ou un kiné qui fait les séances. Il y a différentes techniques qui sont utilisées. Soit il y a des techniques manuelles, soit il y a des techniques avec des machines, entre guillemets. Soit ça va être des exercices de resserrer puis relâcher. C'est pas le plus efficace, mais ça peut aider. Après, sinon, ça va être des exercices de visualisation. Comme on imagine un pont-levis se fermer de haut en bas. Et si on fait bien l'exercice, en fait, ça fait travailler les micro-muscles au niveau du périnée. Parce qu'il faut savoir que le périnée, c'est une centaine de muscles en tout. C'est assez impressionnant comme organe. Ça veut pas dire ça. Parfois, se retenir 20 ou 30 minutes, c'est pas très grave. Mais se retenir plusieurs heures, au contraire, ça a tendance à fatiguer le périnée. Donc, c'est pas l'idéal. En plus de ça, ça favorise les infections urinaires. L'idée, c'est y aller quand vous en avez besoin et ne pas y aller quand vous n'en avez pas vraiment besoin. Par exemple, on est beaucoup à avoir ce réflexe de « Ah, je vais aller me coucher, je fais pipi vite fait avant. » Ou alors, je vais sortir de chez moi, je fais rapidement pipi avant. Bah ça, c'est des réflexes qui font qu'à chaque fois qu'on va sortir de chez soi, on aura envie de faire pipi. Et l'idée, c'est de se défaire de ces réflexes-là. En général, on va conseiller de le faire après chaque accouchement. Parfois, on peut ressentir moins le besoin de le faire, mais c'est surtout de la prévention. C'est possible, c'est pas pour autant que ça arrive à chaque fois. Déjà, premièrement. Deuxièmement, la plupart du temps, on essaye de faire une sorte pendant l'accouchement de protéger le périnée. Donc, de faire une sorte que les choses se fassent tout doucement. Notamment, en fait, ça va être la tête du bébé surtout qui tire bien. Mais du coup, on va essayer de le retenir justement pour éviter qu'il y ait une déchirure. Ça va être des choses qui sont assez petites. Enfin, très souvent, on va être à ça de déchirure, 2 cm. Qu'on suture. On donne des antidouleurs pendant quelques jours après l'accouchement. Aussi parce que l'utérus revient à sa place. Donc, les contractions, ça peut faire mal. C'est un peu comme des douleurs de règles, mais en plus intense. La plupart des femmes, au bout de 3 semaines à un mois, elles peuvent reprendre les rapports sans aucun souci. Et très souvent, on dit, la reprise des rapports, c'est quand vous le voulez et quand vous en avez envie. Et j'avais une autre question aussi à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de éjaculation féminine ? J'ai déjà entendu parler, mais du coup, c'est quand c'est stimulé, après il y a un jet qui sort. Je crois que c'est quand on stimule la vessie de l'intérieur et que du coup, il y a un liquide, du coup, comme a dit Esther, qui est pas de l'urine, on va dire à maturité, c'est bizarre comme ça, mais de l'urine finale. Mais c'est un mélange d'eau et d'urine en formation, enfin un truc comme ça. On avait posé la question si c'était pas de la cyprine. Alors, pas tout à fait. La cyprine, pour le coup, ça va vraiment venir du vagin et des glandes qui l'entourent. On n'en a pas parlé, mais en fait, autour de la vulve, il y a pas mal de glandes, notamment les glandes de Bartholin, qui produisent du liquide, et notamment au moment de l'excitation, ça va être plus ça, la cyprine. Et l'éjaculation féminine, du coup, ça survient au moment de l'orgasme. Il s'agit bien d'un liquide qui transite par la vessie. C'est pas de l'urine, à proprement parler, mais par contre, au moment de l'excitation, la vessie va beaucoup se remplir de liquide. En fait, c'est un liquide où il y a un petit peu d'urine dedans, vu que ça transite par la vessie, mais c'est vraiment du liquide physiologique et qui va s'extérioriser au moment de l'orgasme. Il n'y a pas toujours la mythe de c'est vraiment une éjaculation en jet, etc. Ça peut très bien être juste du liquide classique qui coule, mais sans le côté jet. Le jet, c'est pas mal perpétué plus par la pornographie où on voit énormément le mythe de la femme fontaine. Mais il faut savoir aussi que toutes les femmes peuvent être fontaines. Il n'y a pas de règles et en fait, toutes les femmes peuvent éjaculer. Est-ce que vous savez quelles sont les choses auxquelles un gynéco ou une sage-femme font attention quand il vous reçoit la première fois ? Moi, du coup, elle fait attention au col de l'utérus, à la poitrine aussi,
Mais après, c'est pas obligatoire avant 25 ans, je crois, de faire un examen clinique comme ça. Après, ils font attention à nous, si on a des maladies dans notre famille ou même nous. Si aussi on est sous contraception, si on a des antécédents de traitement hormonaux, le consentement aussi, super important. Et si on a des antécédents traumatiques éventuellement, genre dans le cadre, je sais pas, d'une éventuelle agression qui pourrait avoir nécessité l'intervention d'un médecin ou juste cette intervention-là chez le gynéco. Tout ce que vous avez cité, c'est très bien. C'est totalement des sujets qui peuvent être abordés pendant une consultation de gynéco. Là, pour le coup, il y a tout ce qui est question plus médicaux. Donc, par exemple, l'âge des premières règles, ça va être par exemple les antécédents familiaux, parce qu'on sait qu'il y a des facteurs de risque qui sont augmentés. Ça peut être aussi des questions psychologiques. Donc, par exemple, comment se passent les rapports? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des dyspareunies? C'est des douleurs pendant les rapports. Ou alors est-ce qu'il y a des antécédents de traumatisme? Ça peut être ce genre de choses. Et il y a un examen qui est physique. J'ai très bien dit, l'examen physique n'est pas obligatoire. Et ça, c'est super important. Si un médecin vous dit qu'il a besoin de vous examiner, vous pouvez très bien lui demander déjà pourquoi, qu'est-ce qu'il souhaite regarder, et c'est une discussion. Et vous pouvez très bien dire, j'ai pas envie, peut-être pendant une prochaine séance. Si jamais c'est vraiment quelque chose de très important médicalement, il vous dira. Pourquoi on a dit 25 ans? Parce que 25 ans, c'est l'âge à laquelle on débute le dépistage du col de l'utérus, du cancer du col. Et du coup, pour finir sur l'anatomie, c'était le col justement dont je voulais vous parler. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle cet organe? Il va y avoir l'utérus, les trompes et les ovaires. Là, on a parti de la partie basse. Entre les deux, il y a le vagin, donc ça vous connaissez. Parfois, on peut être amené à poser un spéculum justement pour regarder le col de l'utérus ou par exemple pour faire un frottis. Le frottis, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur quand on en parle comme ça. En fait, c'est juste qu'on a une petite brosse avec laquelle on vient effleurer, c'est-à-dire qu'on prend la brosse et on passe comme ça au niveau du col de l'utérus. C'est pas un examen qui est agréable dans le sens où c'est des parties qui n'ont pas l'habitude d'être touchées. Mais par contre, c'est un examen qui est essentiel pour prendre en charge assez rapidement le cancer du col. Et du coup, vous arrivez... parce que j'ai plusieurs questions. La première, comment vous faites pour y voir quelque chose alors que ça ouvre rien et que... je me doute qu'il n'y a pas de lumière intérieure. Et deuxième chose, comment est-ce que vous faites pour voir si oui ou non il y a une MST qui a affecté? Parce que quand ils m'ont diagnostiqué mon endométriose, moi, il y a eu besoin d'une IRM pour qu'ils voient s'il y avait des séquelles. Mais elle n'a pas pu me le dire simplement avec le spéculum. Au niveau du spéculum, ça va faire un trou comme ça, mais en fait, c'est suffisant parce que le col de l'utérus, il est de la même taille. Et ce qu'on peut voir dessus, par exemple, l'endométriose, c'est une maladie qui est haute au niveau... en fait, il va s'agir de l'endomètre. Donc, notamment, l'utérus est composé de différents feuillets. On va avoir l'endomètre à l'intérieur. Le myomètre, myo, c'est pour le muscle, en latin. Et la partie musculaire, c'est ça qui va se contracter. Par exemple, c'est ça qui fait mal pendant les règles, c'est les contractions utérines. Et après, on a la séreuse à l'extérieur, mais ça nous intéresse un peu moins. Donc l'endomètre, ce qui recouvre l'intérieur, c'est ça qui va grossir pendant les règles et après qui va se descamer. Donc quand on dit se descamer, c'est en gros, il va partir par tout petits morceaux pendant les règles. Et donc l'endométriose, c'est quoi? C'est une inflammation de cette paroi-là et ça peut aussi faire une migration de ce paroi vers l'extérieur de l'utérus. C'est-à-dire que par exemple, au lieu que l'endomètre soit vraiment concentré ici, en fait il va migrer par exemple à l'extérieur. Et en fait, c'est ça qui fait des douleurs, c'est que notamment, il peut y avoir des écoulements de sang dans l'abdomen. C'est ça qui peut faire aussi mal. Ou par exemple, si il y a de l'endomètre au niveau des intestins, ça peut faire des troubles digestifs pendant les règles, pour les personnes atteintes d'endométriose. Et c'est pour ça, de l'extérieur, quand on regarde comme ça, on ne le verra pas parce que tout se passe en haut. De l'extérieur, ce qu'on verra plutôt, c'est, on avait parlé du cancer du col. Le cancer du col, c'est la dernière stade. La plupart du temps, le cancer du col, il est causé par le papillomavirus, contre lequel maintenant on vaccine beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes. Et ça fait que les cellules, ils vont se transformer au fil du temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cellules qui sont déficitaires au début, et la dernière stade, c'est le cancer. Mais par contre, juste avant, on verra que là, c'est une couleur qui est rose clair, tout à fait normale. Donc notamment sur le schéma, on voit bien que c'est assez clair et net.
Et là, ça va faire plus de petits points rouges, par exemple, au niveau du col. Donc si on voit qu'il y a des petits points rouges, si jamais on voit qu'il y a des cellules qui sont abîmées dessus, ben, on va se dire, ah peut-être qu'il y a quelque chose, donc dans ce cas-là, on vous recommandera un frottis. Parfois, on peut faire des frottis même avant 25 ans si on voit qu'il y a des cellules qui sont touchées. Est-ce que les personnes qui ont le SOPK, c'est la même chose pour elles? Alors, le SOPK, c'est une des autres maladies les plus courantes en gynéco. Mais par contre, ça va être quelque chose de assez différent, c'est-à-dire que là, ça va être les ovaires qui surproduisent les ovocytes. C'est-à-dire que normalement, à la naissance, on est avec 400 000 ovocytes et qui maturent au fur et à mesure de notre vie, jusqu'à la ménopause. La ménopause, ça veut dire que notre réserve est extrêmement basse, donc en fait, il n'y a plus d'ovocytes qui arrivent à maturation. Mais pour les personnes qui sont atteintes de SOPK, il va y avoir une production qui est plus importante. Donc c'est des personnes aussi qui vont avoir une ménopause qui est plus précoce ou alors une infertilité plus précoce aussi. Parce que pour la ménopause, on parle aussi de arrêt des hormones, alors que là, c'est plus le problème inverse, c'est-à-dire qu'il y a une dérégulation au niveau des hormones. Donc le SOPK, ça va toucher les ovaires, mais ça va aussi toucher le reste du corps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres symptômes. Ça va être un dérèglement hormonal, ça va être des troubles de l'humeur, ça peut être pas mal de choses. Il y a quelques jours, je parlais avec ma copine et elle m'a parlé d'un truc, apparemment, pendant les règles, pour certaines filles, pour les règles, ça sort, le sang. L'endomètre, il tire tout d'un coup, en fait. C'est possible? Ou c'est rare comme cas? Ça reste quand même assez rare. Après, il y a des femmes qui ont des règles qui sont très abondantes d'un coup, qui ont des règles hémorragiques pendant 2 jours, et après, ça s'arrête. Donc, ça peut être le cas pour des femmes qui ont vraiment des règles qui sont très très courtes et très condensées. Ça peut valoir le coup quand même d'aller voir une sage-femme ou un médecin pour voir est-ce que la quantité elle est vraiment très grande ou pas. Parce qu'après le risque c'est plus d'avoir vraiment des douleurs qui sont assez importantes ou de perdre beaucoup de sang d'un coup.